Dans le programme, je passe la parole à l'ambassadeur Massé, lequel est occupé ce matin pour la visite d'un ministre français qui est dans les lieux. Et donc, et nous attendons le ministre italien Giorgetti qui va arriver. Donc, il faudra inventer à partir de là parce qu'on a 5 minutes donc, je présente les personnalités qui font partie de ce premier panel. Pour tout vous dire, cette année, on a changé de formule. On a voulu changer par rapport à l'organisation habituelle. Ah, non so, parlo francese, ma forse possiamo passare all'italiano. Dunque, l'idea era di cambiare. L'idée était donc de changer notre formule pour créer un rendez-vous entre amis pour pouvoir discuter. Il y a certaines personnalités qui nous honorent de leur présence et qui vont lancer le débat. Et puis, nous vous invitons à contribuer, à donner votre apport, à nous faire part de votre expérience. C'est une discussion entre amis. Je remercie Philippe Tenay, PDG du groupe General, et le ministre Christian Pierret, ministre de l'Industrie française, Monsieur Carlo Robiglio, président de la Piccola Industria, petite industrie, vice-président de Confindustria, et Monsieur Notar Nicola, président de ST Microelectronics. Et alors, nous attendons l'arrivée du ministre. Entre-temps, je voudrais vous faire part d'une autre nouveauté de cette année, parce que IREFI est devenu technologique. Cela n'a pas été simple, mais il existe une appli que nous avons inventée et que je vous invite à télécharger. Dans la deuxième page de votre programme, vous trouverez un QR code. Et après avoir téléchargé l'appli, on vous a envoyé un lien. Alors, il faut soit aller dans App Store, télécharger l'appli, et puis, avec ce QR code, vous pouvez accéder à la partie réservée de l'appli elle-même. Alors, voilà l'autre nouveauté dont je voulais vous faire part. Je voudrais saisir cette occasion et dans l'attente du ministre pour vous dire un mot sur la raison de ce forum, le thème de ce forum. Nous allons traiter deux thèmes importants, dont le premier concerne les PIEC, projets importants d'intérêt européen. C'est une exception aux aides de l'État. Il s'agit de contributions à fonds perdus, contributions aides de l'État qui ont reçu le feu vert de Bruxelles. Et ceci avait été déjà envisagé dans le traité de Rome de 1957. Mais en 2014, on a lancé ce projet qui a été approuvé en 2018. Ceci est important parce que la volonté de créer des champions européens pouvant contribuer à l'indépendance et à l'autonomie stratégique de l'Europe, cela revêt une valeur économique, mais également politique et symbolique, dans la mesure où cela permet et favorise la rencontre entre entreprises de tous les pays européens. Nous nous occupons en particulier des entreprises françaises et italiennes, donc nous voulons créer ce match. Il y a des matchmaking qui sont organisés. Et donc, c'est là un premier thème, et l'autre, elle concerne la transition écologique et la finance durable. Nous donnons la bienvenue au ministre, M. Giorgetti. Bonjour, Monsieur le ministre. Nous vous invitons, s'il vous plaît, à prendre place au podium, au milieu, à côté du ministre Pierret. Nous remercions le ministre Giorgetti qui est avec nous et je donne la parole au ministre conseiller des Affaires économiques, Frédéric Kaplan,
que je remercie personnellement pour tout le travail de préparation de ce forum. Merci Frédéric. Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs, signore e signori, cari amici, benvenuti nella vostra casa di famiglia. Bienvenue dans votre maison familiale. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce rendez-vous annuel, le 4e Forum des entreprises familiales, pour l'organisation duquel je remercie IREFI et notamment M. Fabrizio Romano et Olivier, l'ambassadeur de la justice qui vient pour des rendez-vous officiels à Rome. Donc nous vous prions de l'en excuser. Nous nous trouvons aujourd'hui à un moment très favorable pour 3 raisons. La première raison, c'est l'arrivée au pouvoir de M. Mario Draghi, qui replace l'Italie du côté de la construction et de l'intégration européenne, aux côtés de la France et de nos amis des États membres. La deuxième raison est la mise en œuvre, bien entendu, du plan de relance européen et sa déclinaison dans chacun de nos pays. La reprise nous ouvre de nouveaux chemins avec une croissance que nous devrons consolider sur le long terme pour relancer l'emploi, lutter contre les inégalités et rendre nos sociétés plus respectueuses de l'environnement. La troisième raison est la qualité et la solidité retrouvée de notre relation bilatérale. Le président de la République italienne, M. Sergio Mattarella, effectuera une visite d'État en France la semaine prochaine, étape essentielle d'une séquence bilatérale historique cette année, qui sera suivie d'un sommet bilatéral en fin d'année avec la signature du traité d'État à État du Quirinal. À tout cela s'ajoutent, et vous le voyez aujourd'hui, de nombreux déplacements ministériels dans nos 2 pays pour que nos politiques économiques convergent vers la création de champions européens et le renforcement de notre souveraineté industrielle. Nous souhaitons en effet favoriser l'émergence de nouvelles coopérations industrielles dans les secteurs d'avenir. Vous en parlerez aujourd'hui, et donc je ne vais pas plus loin sur ce sujet. Comme vous le voyez, vous vous retrouvez aujourd'hui à un moment clé, et les entreprises familiales constituent les partenaires naturels de la construction des nouvelles chaînes industrielles en Europe, que nous appelons de nos vœux, notamment en France et en Italie. En particulier, nous savons que vous saurez vous emparer des grands défis que sont la transition écologique et la finance durable, vos sujets de discussion aujourd'hui. Mille grazie e buon lavoro a tutti. Grazie Frédéric per questa introduzione. Abbiamo alcuni... Merci Frédéric pour cette introduction. Je donne la parole à M. Munari, BNL, qui pour un mot de bienvenue. Merci, Monsieur le Président. Si vous voulez bien venir au podium. Merci. Allora, buongiorno a tutti. Bonjour à tous. Merci de cette occasion. Merci, Monsieur le Président d'IREFI. Permettez-moi de faire un petit détour, très bref. Au printemps 2019, le président de la République, Sergio Mattarella, dans une interview qu'il avait accordée à la revue française de géopolitique qui s'appelle Politique internationale, avait défini les relations entre nos 2 pays à tel point solides, à tel point liées à l'histoire économique, culturelle et politique de nos 2 pays, qu'il n'y avait aucun doute que cette amitié et ces relations étaient indestructibles. J'aime souligner, à partir de notre modeste observatoire de banques françaises présentes en Italie, que ce sentiment, que cette vision des relations entre nos 2 pays n'a jamais failli dans la communauté des entreprises françaises et italiennes. Par contre, là où nous avons pu observer et pourquoi pas expérimenter des incertitudes politiques quant au futur de l'Union et des relations bilatérales entre les États, nos entreprises, qu'elles soient grandes, petites ou moyennes,
manifestait, je peux vous le dire parce que j'en ai été témoin direct, manifestait, disais-je, un optimisme sans précédent quant à l'avenir de l'Union monétaire et économique européenne et son intégration progressive. Il convient de souligner également que ce sentiment ne se limite pas aux entreprises italiennes et françaises, mais concerne l'ensemble des entreprises européennes. Les scénarios devant nous sont positifs, mais très engageants, et les plans européens de reprise et de résilience sont une condition nécessaire, mais pas suffisante pour pouvoir assurer un développement durable. La pandémie qui a frappé de plein fouet la planète et notre continent d'une manière très dure a rendu de plus en plus urgent de traiter des thèmes qui, s'ils sont négligés, risquent de condamner l'Europe et les autres pays à la stagnation économique. Je songe en particulier à la démographie et aux thèmes liés à l'exploitation des opportunités qu'offre la révolution numérique et les implications que cela entraîne non seulement en matière d'investissement technologique, mais également en capital humain et formation. Toutes les thématiques ESG mériteraient un discours à part, mais ces technologies, nous n'en connaissons pas encore l'impact futur. Quant à la démographie, je crois que la pandémie a montré, une fois de plus, l'importance d'une plus grande conscience de la structure de l'évolution démographique d'un pays. L'Italie et la France représentent 37% du PNB et de la PIB et de la population de l'Europe. Mais les évolutions démographiques divergent beaucoup entre nos deux pays. Pour l'Italie, 2020 a représenté la 7e année de diminution, de recul de la population résidente qui est passée à 59,6 millions. En France, le nombre des résidents a légèrement augmenté, plus de 67,3 millions. Je vous rappelle qu'en 1994, les deux pays avaient la même population. Et donc, nous sommes en présence d'une nouvelle donne. Nos deux pays sont absolument différents pour la natalité. En France, le nombre d'enfants par femme, 1,82. En Italie, 1,26. Et ce taux est en recul. Cette année, l'année dernière, en 2020, le nombre d'enfants nés était de 404 000. Et je puis vous dire d'ores et déjà avec certitude qu'en 2021, nous n'atteindrons les 390 000 parce que les chiffres parlent clairement. Et ceci nous dit que à la fin, une diminution supplémentaire des naissances dresse un scénario dramatique pour l'Italie et pour l'Europe. Cette donnée, à mon sens, je suis peut-être hantée par ce thème, est le reflet de tous les problèmes de notre pays. Ce sont des problèmes qui entraînent la défiance dans les jeunes générations, difficulté à trouver un emploi, rémunération et postes non appropriés par rapport aux compétences, difficulté d'accès au crédit. Mais c'est une alerte pour tous les pays du monde occidental et pour l'Europe. Le vieillissement de la population, et je vous le dis parce que ce n'est pas un problème en soi, c'est même une réussite de la médecine et de la société. Mais le vieillissement devient un problème si les personnes âgées restent plus longtemps sur le marché du travail et freinent la croissance et la productivité, surtout faute de formation permanente. Des enquêtes internationales montrent que les entreprises ayant un taux plus élevé de travailleurs âgés sont moins productives. Et non pas parce que les travailleurs âgés sont moins productifs, mais parce qu'ils ont tendance à adopter moins fréquemment les nouvelles technologies qu'ils perçoivent comme étant très risquées. Je pense qu'il s'agit là de l'un des thèmes qui frappe davantage la société et la structure économique de notre pays. Quant au numérique, et j'en arrive à la deuxième partie du problème, et nous avons assisté si la révolution numérique est mise en œuvre, cela nous permettrait de faire un bond en avant. Mais quand on parle de numérique, on n'entend pas seulement les investissements dans le matériel et le logiciel. Une belle analyse faite par Istat tout récemment nous dit qu'en Italie, la catégorie des entreprises matures du point de vue numérique, c'est-à-dire qui ont font
utilisent les technologies intégrées ne représentent que 3,8 % du total des entreprises ayant plus de 3 salariés. Presque toujours, il s'agit de grandes entreprises et elles représentent 23 % d'une unité productive de plus de 500 salariés, 15 % de celles entre 250 et 499 salariés, que nous qualifions d'entreprises moyennes, et 10 % entre 100 et 249 salariés. Parmi les petites entreprises, chez les petites entreprises, la maturité numérique ne dépasse 3,2 %. Voilà, il s'agit là d'un thème qui revêt une importance majeure pour un pays comme l'Italie, où 95 des entreprises emploient moins de 10 salariés. Cela représente, à mon sens, une opportunité extraordinaire pour notre pays parce que cela peut créer des synergies avec les entreprises voisines. Et je dis cela parce que, en réalité, les entreprises françaises sont en moyenne plus grandes que les nôtres. Dans la manufacture, l'entreprise française emploie 15,7 salariés contre 9 en Italie. Deuxièmement, parce qu'en France, la culture numérique est mieux enracinée. McKinsey, en 2019, affirmait que l'économie numérique en France représentait 5,5 % du PIB et contribuait à hauteur de 25 % à la croissance du pays, par rapport à 20 % de 2005 à 2009. L'accès à l'Internet, et je m'arrêterai là, a des prix très compétitifs en France. Et donc, je crois que la troisième raison pour laquelle je vois des synergie possible entre nos entreprises est la possibilité qu'offrent les contrats, dont notamment les PIEC, parce que ces projets bénéficient d'un apport important de la part de la communauté et qu'ils peuvent dépasser les barrières imposées aux aides d'État. Et donc, je crois que tant le thème de la démographie que celui du numérique et plus en général la synergie entre les entreprises innovantes est liée à ce fil rouge qui est invisible mais très fort, à savoir l'éducation et plus en général la qualité du capital humain. Vous voyez, je parle sans texte. L'Université de Stanford vient de publier une étude très complexe mais très intéressante, dont il ressort que dans les entreprises qui font partie de Standard & Poor's 500, 10% des entreprises qui ont davantage investi dans le capital numérique ont une performance qui est supérieure d'un quart par rapport aux autres. Cela signifie qu'investir dans le capital numérique, donc dans l'éducation, dans le fait de savoir gouverner l'économie, les opportunités qu'offre le monde numérique, cela crée de la richesse, attire de nouveaux talents et offre de nouvelles opportunités de croissance. La formation, si elle n'est pas acquise à l'école, doit se poursuivre au sein de l'entreprise, notamment en matière numérique. Mais il y a un gros travail à faire, que ce soit en Italie ou en France. Les données Eurostat nous disent que 13% à peine et 11% en France est le taux de petites entreprises qui offrent de la formation contre des taux de plus de 60% dans les grandes entreprises. Cette donnée nous invite à réfléchir, sachant que la productivité du capital en Italie est en recul depuis longtemps déjà, et c'est un autre thème. Le lien entre le capital humain et le numérique doit être resserré, renforcé. Le dernier point concerne le PNRR. Et tout d'abord, nous avons vécu une période très dure et cela doit nous amener à faire preuve d'audace, de courage dans nos choix. Cela ne suffit pas de réparer les dommages de la pandémie. Il faut plutôt jeter les bases d'un développement durable et inclusif qui vise une croissance en matière qualitative et quantitative. Je ne vous cache pas que pour la première fois, je suis très surpris, positivement surpris, par ce qu'a fait le gouvernement italien. Le plan italien est très courageux. L'Europe a répondu à la crise de la pandémie avec promptitude. Le plan prévoit jusqu'à 750 milliards d'euros, comme vous le savez, qui seront collectés sur le marché. Dans chaque pays, chacun a dû présenter son plan national bien articulé. Les deux programmes, français et italien, poursuivent les mêmes objectifs. Transition écologique, numérisation, création d'un réseau moderne d'infrastructures,
un système d'éducation et de recherche favorisant le développement inclusif, réduction des inégalités, lutte contre la pauvreté. Et je tiens à rappeler qu'en l'occurrence, le plan italien, si j'ai bonne mémoire, prévoit 4 milliards 700 millions d'euros pour le développement des crèches pour les enfants, pour créer de plus grandes opportunités de développement et d'éducation. Et il s'agit là d'un thème très important et tout à fait nouveau pour notre pays. Mais ces deux programmes sont très différents du point de vue de la dimension. Le plan français, 500 milliards, 2 ou 3 % des Français, dont 40 sont représentés par des aides européennes. Le plan italien est beaucoup plus large. Il atteint 235 milliards, dont 70 sous la forme d'aides ou de subventions. De ces 235 milliards, 80 milliards seront de facto représentés par des ressources qui viendront, entre guillemets, transférées à l'étranger, en ce sens que l'Italie dépense 235 milliards, mais 80 seront destinés à l'importation de technologies de l'étranger. Et c'est là un thème sur lequel il faudrait vraiment réfléchir, en ce sens que nous n'avons pas la technologie suffisante pour tout faire chez nous. Il importe donc que, de ce point de vue, il y ait la possibilité de travailler ensemble, France et Italie, pour essayer de resserrer davantage encore les liens et la filière entre nos deux industries. Et je crois que c'est là un thème sur lequel il faut miser. Une plus forte croissance qui devrait être de moins de 3,6 % de PIB, inférieur. Mais il faudra promouvoir les échanges commerciaux. Il faut considérer également les liens très étroits qui lient nos deux pays. Je voudrais conclure en vous disant que le président a rappelé le paradoxe de la proximité. Eh bien, nous devrions réfléchir aux dividendes de la coopération entre nos deux pays. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Munari, de cette introduction. Merci pour ces sujets de réflexion que vous nous avez livrés. Je remercie les entreprises partenaires qui ont rendu possible cet événement. Et je passe sans tarder la parole au ministre Christian Perret. Merci, Christian. À toi la parole. Le micro fonctionne? Fonctionne un micro? Oui. Oui. Merci. Chers amis, Monsieur le ministre, très heureux de vous voir ici, ministre important d'un gouvernement que personnellement j'apprécie énormément, avec la présidence du Conseil du président Draghi, et je sais que le travail commun et convergent entre nos deux pays va s'intensifier et être encore plus productif d'emploi, de compétitivité et de présence de notre Europe dans le monde. Le conseiller commercial tout à l'heure me disait deux chiffres essentiels. Chacun des deux pays est le deuxième partenaire mondial de l'autre. C'est remarquable, avec un total d'échanges entre les deux pays sensiblement égal à 75 milliards d'euros dans les deux pays. Nous sommes donc les deux pays clés de l'Europe, aux côtés de nos partenaires et en toute amitié et coopération avec d'autres partenaires, parfois plus puissants que nous économiquement, mais nous représentons un véritable avenir de l'Europe au plan économique, et je vais essayer en quelques mots d'introduction, avant de donner la parole à chacun de nos participants du panel, de le montrer. Pour moi, la crise du Covid a évidemment des aspects dramatiques, humains, absolument incontestables. Elle a aussi remis en place un certain nombre d'idées nouvelles. Elle nous force à changer, d'abord changer nos méthodes de travail. Le présentiel, comme on dit en français, et le distanciel ont modifié
beaucoup l'approche du travail entre nous et malheureusement ont entraîné aussi des difficultés d'adaptation. Mais ce qui a beaucoup changé, c'est le paradigme économique. En 18 mois, le paradigme économique de notre croissance, de notre compétitivité, de notre présence dans le monde a considérablement évolué. Des nouveaux rapports politiques entre l'Europe et le reste du monde sont apparus. Un glissement des plaques géopolitiques entre l'Europe, l'Asie, l'Amérique est une nouvelle donnée de la compétition mondiale. Et récemment, au sein de l'Union européenne, récemment, mais de manière très significative par rapport à toute l'histoire de l'Europe, est née l'idée que le rapport entre les États et les entreprises allait changer. Il allait changer sous certaines conditions. Chacun le sait ici, et Monsieur le ministre, vous le savez comme moi plus que tout autre, les fameuses aides d'État sont prohibées, à l'exception de l'énergie et à l'exception de la recherche et du développement. Mais je sais que les conditions de ce changement de rapport entre État et entreprise, qui sont par exemple couvrir les failles d'un marché, quand un marché fonctionne mal, on peut l'aider à mieux fonctionner, l'Europe sait le faire, créer des externalités positives dans des secteurs voisins de celui qui travaille avec l'État et les entreprises, financer des projets, c'est ça qui est essentiel, financer des projets à haute intensité, recherche et développement. Et essayer de ne pas créer trop de distorsions de concurrence. Sous certaines conditions, ce sont celles des énergies nouvelles renouvelables, par exemple, et de la recherche et développement. Sous certaines conditions, un nouveau paradigme s'introduit dans l'Europe qui admet maintenant les mots interdits, il y a encore 2 ou 3 ans, de stratégie industrielle européenne, et l'Italie et la France sont au cœur de cette dynamique nouvelle, introduit la notion de filière industrielle prioritaire. Les orateurs précédents à ce micro ont parlé du digital, ont parlé de l'effort de recherche, ont parlé de l'effort de formation. Une filière industrielle peut aujourd'hui être encouragée lorsque, et seulement lorsque, elle concerne plusieurs États de l'Union sur les mêmes problématiques, et ça intéresse et l'Italie et la France pour progresser ensemble. Et la filière industrielle mêlée à la politique et à la stratégie industrielle conduit à ce que l'outil des projets importants d'intérêt européen commun, les PIEC, que vous dites en italien, Fabrizio, Piecci, deviennent d'actualité. Ils ont été créés il y a longtemps, 2014, mais ils n'ont pas été toujours suivis de beaucoup d'effets. Mais maintenant, vous, les Italiens, et nous, les Français, nous pouvons leur donner une vie nouvelle, active, dans l'optique de la compétitivité de nos économies et dans l'optique de relever le défi mondial entre la plaque asiatique et américaine d'une part et la plaque européenne d'autre part. Alors, je voudrais citer les bons auteurs. Margaret Verstager, je cite, « Sous certaines conditions, les règles de la concurrence peuvent bénéficier d'appuis financiers publics. » Le propos est prudent, mais il ouvre une perspective d'abord verbale, mais nous espérons tous ensuite concrète. Par exemple, dans les batteries, avec la mobilité, c'est un impératif de conversion de nos industries automobiles. Ça tombe bien pour vous et pour nous, nous avons une industrie automobile forte, en restructuration, mais qui offre au monde des capacités de développement
à côté, et parfois avec une certaine vigueur que nous devons retrouver, de l'industrie allemande qui, de par le monde, est une des premières, sans doute la première. L'hydrogène dans le domaine énergétique est une ouverture formidable. Nous devons être, vous et nous, les premiers sur l'hydrogène et enfoncer l'attaque économique dans ce domaine avec succès. Nous le faisons et vous le faites avec des entreprises remarquables et nous allons le faire de plus en plus. La santé, le grand défi du virus, nous invite à regrouper nos forces. Et j'ai regardé l'autre jour, car je m'occupe des biotech en France, la santé des nouvelles petites entreprises de biotech, Asso Biotech in Italia, est une des... Par exemple, Asso Biotech a plus de petites entreprises créatrices de valeur, de recherche, de développement que la France. Asso Biotech est plus puissant que France Biotech. La pharmacie italienne, aux côtés de la pharmacie française, sont une véritable offre de conquête européenne favorable. La cybersécurité et les micropuces, on reviendra dans les questions sur ces questions-là. Le digital n'est pas la propriété des Américains ni des Chinois, des Coréens du Sud ou de Taïwan. Le digital, c'est européen. Le digital, c'est italien. Le digital, c'est français. Et nous allons le relever, ce défi. Et puis, je termine par ce point, qui est le sujet du jour, plus particulièrement, les entreprises familiales. Là aussi, le sort est favorable aux entreprises italiennes. Vous avez les premières entreprises familiales européennes. Nous avons également nos entreprises de taille familiale, encouragées d'ailleurs par une association dont un des dirigeants du MEDEF est le héros. Et nous avons ensemble une économie très fondée sur ce que nous appelons en français les petites et moyennes industries. Profitons-en pour créer des ponts entre les entreprises, pour créer des coopérations, pour échanger, pour se renforcer, pour que les Italiens investissent plus en France, puisque les Français investissent plus en Italie pour l'instant que dans l'autre sens. Et nous avons donc des opportunités par l'entreprise familiale, l'agilité, l'adaptabilité au marché, la recherche et développement. Sachons que, par exemple, dans le domaine de la santé, ce qu'il y a dans les pipelines est plus important en recherche dans les petites et moyennes entreprises que dans les très grosses. Les grosses pharma sont très importantes et nous aimons bien. Nous aimons bien les très grosses pharma italiennes et françaises, mais la recherche se trouve très largement dans les petites entreprises de ce domaine, encouragées d'ailleurs par leur accès à Euronext, et je salue ici le président d'Euronext, qui, lorsqu'elles atteignent la cotation en bourse, permettent de renforcer de manière très efficace leurs fonds propres. Et tout le deal que nous avons entre nous, c'est de leur favoriser cet accès, ni trop tôt, ni trop tard, au bon moment de leur développement. L'Italie et la France sont donc bien placées, grâce à la densité de leur tissu industriel PMI. Vous avez plus aussi d'entreprises intermédiaires, ETI, entreprises de taille intermédiaire, que la France. Et l'industrie italienne occupe, en termes de PIB, une place plus importante que l'industrie française. Nous en discutions hier soir. Le pourcentage industrie dans le PIB italien est plus élevé que le pourcentage industrie dans le PIB français. Donc, pas de complexe. Nous sommes peut-être les nations 2 et 3 en Europe sur le plan économique, ou 3 et 2, mais nous avons devant nous, si nous groupons nos forces, la capacité de répondre aux défis. Et ce défi, il est de satisfaire 3 priorités rappelées très récemment, au début de cette année, par Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission. Compétitivité industrielle par la recherche, innovation de rupture, c'est au-delà même de l'innovation simple, l'innovation qui, par exemple, les vaccins sont une innovation de rupture, économie climatiquement neutre en 2050, le défi est lourd pour être neutre en 2050 sur le plan des gaz à effet de serre, et enfin, un avenir numérique en Europe grâce à nos entreprises.
Mesdames et messieurs, Monsieur le ministre, chers amis, nous sommes bien partis, France et Italie, pour rapprocher nos entreprises, pour changer le paradigme européen et pour aller de l'avant, pour gagner dans la compétition mondiale. Alors, je pense qu'on va ouvrir le débat maintenant. Si vous me permettez, Monsieur le ministre, je vais vous adresser notre première question. Vous êtes ministre de l'économie. Je viens d'évoquer les pièces. Et comment pouvons-nous faire pour combler le fossé qui récemment a montré que les petites entreprises avaient du mal à accéder au programme d'intérêt commun européen. Les entreprises moyennes, elles savent faire, mais les petites entreprises qui sont la richesse de nos économies ont des difficultés à le faire. Comment pouvez-vous nous aider? Tout d'abord, je vous remercie. Je remercie le président d'IREFI, M. Romano et M. Mellerio, de cette invitation. Je crois, après avoir écouté les orateurs qui m'ont précédé, que la pandémie de COVID-19 a représenté dans cette expérience dramatique une douche froide qui a obligé l'Europe à se réveiller et décider finalement de changer certaines positions, certaines approches et visions. Permettez-moi donc tout d'abord de faire évoquer 2 points. Le premier, entreprise familiale. J'ai beaucoup apprécié la référence que le président Munari a fait au thème de la démographie, parce que lorsque, dans le cadre du gouvernement Draghi, nous avons commencé à discuter sur le plan, eh bien, ce plan a une annexe, une appendice, Next Generation. Si nous discutons de l'Europe de 2050 et que nous ne considérons pas qu'il faut qu'il y ait une génération européenne en 2050, peut-être n'avons-nous pas les idées trop claires là-dessus. Et donc, par rapport aux nombreux thèmes qui sont devenus d'actualité au niveau sont devenus d'actualité, et puis les défis numériques, environnementaux, eh bien, il faut vraiment se concentrer sur le défi démographique, parce qu'en 2050, l'Europe risque de ne plus être là. Mais l'Europe est faite de réalités économiques qui reposent sur les grandes entreprises, sur les pays qui ont cette caractéristique, et par d'autres pays qui bâtissent leur économie sur les petites entreprises, dont l'Italie en particulier et, dans une certaine mesure, la France. Et à quelques différences près. Et donc, toutes les options qui sont faites doivent être déclinées avec intelligence pour permettre à tous d'accrocher et de remporter ces défis globaux, les défis du numérique et de l'environnement. On a évoqué les PIEC, ces projets d'intérêt commun sont un exemple de la façon dont l'Europe avait déjà compris avant la COVID que sur certains thèmes, il fallait agir d'une manière coordonnée. Sur les batteries, les semi-conducteurs et d'autres thèmes qui sont devenus des défis stratégiques, thèmes d'autonomie stratégique de l'Europe, sur ces thèmes, nous devrions nous engager. Mais nous devons également, d'un côté, simplifier, débureaucratiser les procédures, permettre aux petites réalités d'accéder à ces possibilités, à défaut de quoi on risque de perdre des pans entiers de notre système productif. De l'autre côté, nous devons comprendre que les temps de ces PIEC risquent de
déborder les temps des défis. Alors, j'ai pu saisir votre référence aux biotech et notre gouvernement s'engage beaucoup là-dessus. Mais prenons garde. Les défis, et nous l'avons vu, hélas, en matière de vaccins, eh bien, de tels défis exigent des investissements gigantesques, coordonnés et surtout très, très rapides. Alors, soit nous nous unissons, nous accélérons ensemble, soit nous coordonnons ces réalités qui peuvent produire de nouvelles idées qui changent le monde, soit le défi et l'ambition que nous avons au niveau européen, eh bien, ce défi et ces ambitions sont perdus avant de démarrer. Eh bien, nous devons en être tous conscients. La France et l'Italie, qui, comme cela a été rappelé, ont des relations économiques très étroites et des relations politiques très étroites. Et à l'heure actuelle, avec la présidence de Mario Draghi, l'Italie doit avoir, avec la France et l'Allemagne, l'ambition d'être à la tête d'un processus de changement profond de notre continent. Les concepts, les déclinations de l'autonomie stratégique, de la souveraineté technologique, ce sont là autant de notions partagées qui exigent un engagement politique de haut niveau. Et c'est le bon moment de s'engager. Et je crois que, conscient que je suis de nos forces et de nos faiblesses qui doivent être corrigées, parce que c'est là le sens profond du plan de relance italien, qui comporte des chiffres, bien sûr, mais également de réformes. Parce que, à défaut de ces réformes, les chiffres ne se traduiront jamais en réalité. Nous avons déjà commencé à faire quelque chose. D'autres choses, nous sommes en train de les faire, et d'autres choses encore, il faut les faire rapidement, mais le sens est là. Et puis, il y a la dimension européenne, la dimension bilatérale. Avec le ministre et le maire, bien, nous nous sommes rencontrés il y a quelques semaines. Nous avons discuté de la possibilité, surtout pour les PME, d'imaginer des outils plus flexibles au niveau bilatéral. J'ai parlé également avec le ministre slovène, par exemple, parce que nous devons concevoir quelque chose qui permette de mettre rapidement en œuvre des projets sans nous figer à cause des rythmes qui sont encore trop lents au niveau européen. Donc, il y a beaucoup de possibilités. Il y a le corridor 5G que je tiens à rappeler. Ici, en Italie, nous avons beaucoup parlé de la ligne haute vitesse Turin-Lyon, qui, dans l'imaginaire collectif, est faite d'emplois, de tunnels, de choses que l'on voit. Mais il y a le corridor 5G sur lequel nous sommes engagés, qui est tout aussi important. On ne peut pas le toucher, on ne peut pas le voir, mais c'est une priorité. Et donc, un grand engagement. On a rappelé le choix courageux du plan national, mais c'est un courage avisé. C'est un courage responsable. Et c'est peut-être là l'upgrade que le gouvernement Draghi se propose. Et avec un président du Conseil comme M. Draghi, ce courage portera ses fruits. Je m'adresse maintenant à M. Philippe Donnet. Generali fête ses 190 ans. C'est donc une société historique dans notre paysage européen. Elle a, avec le programme Fenice 190, un très ambitieux objectif axé sur les infrastructures, sur l'innovation et la numérisation destiné aux petites et moyennes entreprises. Est-ce que ce plan, qui a jusqu'à présent été simplement commencé, peut-il contribuer à combler le fossé qui permettrait aux PME familiales de bien s'inscrire dans les programmes d'intérêt commun européens?
Vous voulez rester ici? Écoutez, si vous m'y autorisez, je vais répondre en italien. Signor Ministre, buongiorno, buongiorno. Bonjour, Monsieur le Ministre. Bonjour à tous. Merci au président Romano et Valerio de leur invitation. Je suis particulièrement heureuse de participer à cette journée en tant que citoyen français, mais également en tant que citoyen italien. Nous, Société Generali, nous sommes très engagés aux côtés des PME européennes parce que, en réalité, nous sommes la première compagnie d'assurance en Europe de toutes les PME européennes. Nous sommes leaders dans l'assurance en Europe et peut-être cette chose n'est pas assez valorisée. Notre part de marché dans les PME est très importante. Par exemple, en Italie, c'est une part de marché qui frôle le 30%. Donc, une PME sur 3 est notre client, ce dont nous sommes très fiers. Mais c'est également une responsabilité importante. Donc, nous avons deux manières pour aider et soutenir ces PME européennes. D'un côté, en tant qu'assureur, et de l'autre côté, en tant qu'investisseur de long terme. En tant qu'assureur face à cette pandémie qui, hélas, ne cesse de sévir, il importe de dire ce que nous sommes en train de faire pour aider nos clients. Certains clients ont été déçus du manque de support financier des assurances pendant la pandémie. Il faut comprendre que d'un côté, la pandémie n'est pas couverte, le risque de pandémie n'est pas couvert par les polices d'assurance. Et pourquoi? Parce que c'est impossible. La capacité financière de toutes les compagnies d'assurance, de toutes les compagnies de réassurance ne suffirait pas à couvrir d'une manière durable le risque de pandémie. Cela dit, nous, en tant que Société Generali, nous avons promu une solution de couverture du risque de pandémie, en particulier pour les PME. Et pourquoi? Parce que nous, d'une part, la pandémie n'est pas finie, et il y a le risque que d'autres pandémies pourraient se produire à l'avenir, et c'est un risque important. Et donc, notre responsabilité avec les États de l'Union européenne et avec l'Union européenne, notre engagement est de construire un programme de couverture de ce risque. Mais ce programme doit intervenir dans un contexte de partenariat public-privé. Et donc, nous envisageons une protection avec des couches. Première couche, les compagnies d'assurance. Deuxième couche, les compagnies de réassurance, une autre couche qui serait celle de l'État et finalement une quatrième couche qui serait celle de l'Union européenne. Dans ce contexte de partenariat public-privé national mais également européen, on pourrait, avec l'ensemble du secteur des assurances, construire une solution de couverture pour les PME. Ceci me paraît très important. La deuxième manière pour nous d'aider les PME, comme le disait Monsieur le ministre Pierret, est l'investissement, notamment de long terme. Nous avons créé ce fonds Fenice 190 qui poursuit précisément cet objectif. Pourquoi Fenice 190? Parce que, comme vous l'avez dit, nous fêtons cette année notre 190e anniversaire. Une société qui fait du business depuis 190 ans est une société durable et nous espérons pouvoir continuer à faire notre métier du moins pendant encore 190 ans. Et puis Fenice parce que, comme vous le savez, notre symbole est le lion ailé de la place Saint-Marc à Venise. Et ce fonds est un fonds de
3,5 milliards étalés sur une période de 5 ans consacrés aux investissements dans les PME, consacrés à des projets d'infrastructure, des projets de healthcare, soins de santé, éducation, mais toujours dans un contexte de durabilité, parce que nous sommes convaincus que la reprise économique doit être durable. Donc, nous n'allons investir que dans des projets durables à tous les égards, que ce soit l'environnement, l'inclusion, une plus grande inclusion, mais la reprise doit et devra être durable. À défaut de quoi, il n'y aura pas de reprise. En outre, nous avons promu la durabilité, cette notion de durabilité dans les PME, par la création d'un prix, qui s'appelle SM Enterprise, qui vise à récompenser justement l'engagement des meilleures PME du point de vue de la durabilité. Et nous allons remettre ce prix à Bruxelles au mois de septembre. Donc, 3,5 milliards sur 5 ans. Nous avons déjà identifié des projets à hauteur d'1 milliard et donc nous savons déjà que nous allons bientôt investir 1 milliard dans ces PME, dans ces projets. Et c'est un message pour notre ministre. La capacité d'orienter les fonds, le capital et les fonds de l'Union européenne est importante. La vitesse dans l'investissement est importante. Et nous, en tant qu'investisseurs professionnels, nous sommes convaincus que nous pouvons donner un coup de main, que nous pouvons aider l'État à rendre plus rapide l'investissement dans les PME. Une manière de le faire pourrait être le co-investissement. Nous travaillons beaucoup sur l'investissement dans des projets et l'État pourrait co-investir avec nous. Ce serait là une bonne manière d'accélérer l'investissement parce que le temps revêt beaucoup de valeur. Merci. Je vais me tourner maintenant vers Monsieur Carlo Robilio delle Piccole Industria Confindustria. On a parlé des PIEC et de l'innovation. Est-ce qu'on peut avoir un effet positif, un impact positif sur les chaînes de production et le développement des PME à partir de ces programmes qui sont limités aux entreprises individuelles? Et comment peut-on envisager de créer à partir de ces programmes européens des joint ventures entre les entreprises italiennes et françaises pour être plus actifs sur le marché, plus inventifs, plus innovants et promouvoir l'innovation de rupture que j'évoquais dans mon propos préliminaire. Grazie mille e buona giornata a tutti. Intanto permettetemi da... Bonjour à tous. Tout d'abord, en tant que représentant des PME italiennes, je voudrais féliciter le ministre Giorgetti qui nous a parlé de réforme comme élément fondamental pour exploiter le plan de relance italien, le PNRR, car sans les réformes, on ne peut pas penser à une plus grande liquidité dans nos systèmes économiques. Je voudrais reprendre également les mots du ministre et du président Munari. Il nous a présenté des données plutôt tristes et décourageantes, car la situation démographique nous démontre, dans notre cas, que la situation est très difficile. Notre pays se trouve dans une situation très difficile du point de vue démographique, et donc cela a des répercussions sur les entreprises. Il n'y a pas d'entreprise sans entrepreneurs, évidemment sans travailleurs non plus. Donc la diminution démographique comporte une diminution de la croissance des entreprises également, la création des entreprises. Nous parlons surtout en ce moment de l'Europe, des rapports entre l'Italie et la France. Et on doit penser à la complexité du système économique avec une vision totalement différente par rapport à ce qui avait lieu
avant la pandémie. Bien sûr, la pandémie a comporté toute une série de répercussions. On ne peut pas penser à des entreprises avec des clusters territoriaux dans des secteurs. De nos jours, nous devons parler de système économique d'entrepreneurs en Europe, avec une logique de synergie de développement pour l'intérêt de nos pays. C'est comme si on parlait d'un immeuble avec les différents locataires. Chacun pense à son appartement, mais de nos jours, nous ne pouvons plus agir ainsi. Il faut penser également qu'il y a toutes les parties que nous partageons, le jardin, l'entrée. Donc, il faut maintenir tout l'immeuble. On ne peut pas penser uniquement à notre appartement. Les parties communes, c'est l'environnement, la transition numérique et transition verte. Ce sont les deux grands piliers pour penser au développement de l'Italie et de l'Europe en général. Transition numérique qui nous fait penser à la mondialisation. On peut être compétitif uniquement si on agit d'une façon avec une mentalité européenne. L'Italie nous montre que nous pouvons aller au-delà de nos frontières. On peut être leader, mais la numérisation nous démontre qu'il faut protéger nos compétences, nos capacités. Donc, il s'agit de faire un bond en avant du point de vue du développement technologique. La transition verte, par ailleurs, nous rappelle certains détails, la défense de l'environnement, la défense du territoire. Nous devons donc partir de notre appartement, mais en pensant à l'ensemble de l'immeuble et à tous ceux qui habitent dans cet immeuble. Et c'est ainsi qu'on peut penser aux filières qui sont au centre de notre rencontre. Pour nous, les filières sont absolument fondamentales, car les filières ont assumé une logique tout à fait différente par rapport à ce qui était auparavant. Surtout les filières dans notre contexte de référence sont l'élément autour duquel il faut promouvoir la concurrence en Europe. La filière, aujourd'hui, doit être quelque chose de différent par rapport à une relation d'approvisionnement. Il ne s'agit pas d'une entreprise d'exportation ou de réception. La filière prévoit des partenariats, surtout en Italie. C'est un élément de croissance pour les PME. La filière est un élément de transmission de compétences, de connaissances, de processus des grandes entreprises vers les petites et devient une capacité dynamique qui passe des grandes entreprises aux petites entreprises, innovation, dynamisme, flexibilité, capacité, avec une géométrie variable pour augmenter la productivité. Il faut donc partir de la filière comme un élément qui va au-delà des frontières. Nous savons parfaitement, et là je me réfère aux filières où on a des milliers de PME, des filières très compétitives, au secteur automobile par exemple. Si je ne m'abuse, pour ce qui est des données Audi Volkswagen, la filière italienne fournit 2 milliards d'euros. Il y a des milliers de petites entreprises dans la région de la Lombardie à Brescia qui fournissent des produits et des services de très haut niveau. Et il faut que tout cela soit un système. Et bien sûr, il faut penser également au PIEC. Bon, là, je dis ICEI, je l'ai dit en italien. C'est vrai qu'ICEI en italien, c'est pas très beau, mais bon, on n'a pas de chance. PIEC, c'est plus joli. Donc, il faut penser à tous ces aspects. Il faut penser au PIEC également, car les PIEC nous donnent des potentialités immenses et que, d'une façon ou d'une autre, doivent faire partie du système pour pouvoir avoir une répercussion dans les petites entreprises, dans les PME. Il faut prévoir la participation des PME, cette capacité donc de fertiliser, pour ainsi dire, des processus de développement, de recherche. Penser à une logique bottom-up, du bas vers le haut, avec des milliers d'entreprises qui, à leur tour,
déclineront ses compétences et ses capacités dans le territoire. Donc, la filière, cette idée de filière avec des initiatives comme celle des PIEC, avec l'orientation des États. Il faut dire que ces PIEC permettent d'unir le MEDEF et la Confindustria. Le MEDEF et Confindustria continuent leur travail. Le ministre Giorgetti l'a rappelé. Monsieur le maire était là il y a quelques jours. Donc il est important d'insister sur ces filières, sans oublier le rôle de la filière du point de vue européen pour la croissance des PME et en prévoyant une logique de changement. On doit pousser nos petits entrepreneurs, et je me réfère aux Italiens, à faire un bond en avant culturel. Ils doivent changer leur logique, pour ainsi dire. Ils doivent penser surtout à la formation continue, à la formation permanente. On ne peut plus penser aux entreprises sans penser que les entreprises doivent investir constamment sur l'éducation, la formation, learning experience, nous pourrions dire, car aucun entrepreneur, aucune entreprise ne peut survivre sans un programme de formation permanent. Nous sommes encore loin de tout cela, mais il faut toutefois y travailler. Il faut qu'on s'y mette, car le reskilling des compétences est absolument fondamental. Sans aucun doute, les entreprises ne peuvent pas aller de l'avant sans cette formation. Il faut changer donc la mentalité des entrepreneurs. Et là, je me réfère surtout aux entreprises italiennes, la relève entre les générations. On a eu des discussions très intéressantes avec Euronext. Ce passage d'une génération à une autre doit prévoir une formation. Les entreprises ne passent pas une génération à une autre comme un appartement, comme un bien quelconque. Tout cela a des répercussions sur le territoire, le passage d'une entreprise d'une génération à une autre. Donc il faut promouvoir cette idée de filière, car tout cela aura des bénéfices énormes sur l'économie, pour ce qui est de la concurrence européenne, et nous jouerons le premier rôle dans notre époque où nous verrons les PME en tant que protagonistes sur le territoire. Merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers une entreprise Grazie. Adesso du franco-italien, puisqu'il s'agit de ST Microelectronics et de M. Giuseppe Notarnicola, qui peut-être accepterait de répondre à deux questions. Comment est-ce que vous vivez le travail entre l'Italie et la France dans une entreprise italo-française ? Je l'ai connu en tant que ministre et on a eu beaucoup d'échanges. J'ai même inauguré notre entreprise à nous tous à Shenzhen, et je sais que depuis, elle est passée de 600 personnes à, je crois, vous m'avez dit hier, 3000. 5.500. Si. Et donc, 5.000. Et donc, j'ai vécu ça de très près avec beaucoup de passion, parce qu'il est rare que nous ayons des entreprises de cette taille dans le contexte européen, et nos deux pays montrent que c'est possible. Et comment ça marche? Première question. Et puis deuxième question, comment pouvez-vous encourager les entreprises familiales, vous, en tant que champion du digital européen et mondial, comment regardez-vous les entreprises familiales qui ont été évoquées par mes voisins, et comment peut-on donner vie à cette volonté d'en faire des porte-drapeaux d'un partenariat franco-italien plus vif encore? Bene, la ringrazio e buongiorno a tutti. Merci, bonjour. Pour ce qui est de la gouvernance de ST Microelectronics, qui est un exemple parmi d'autres de gestion qui produit de la valeur. En Italie, nous avons 5500 travailleurs. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir visité
notre industrie à Dabiate Paul et où c'est l'investissement privé, c'est un investissement très important avec plus de 2 milliards d'investissements et c'est une façon de répondre également au manque de production des pays asiatiques. Comment prévoir une bonne gestion de ces entreprises? On a un investisseur important, il faut le dire, une holding d'aide au gouvernement qui est très patient, qui ne nous pousse pas trop, qui a donné la gestion depuis 1987, lorsqu'il y a eu la fusion entre Thomson et SGS, qui était une partie de l'Olivetti, une branche de l'Olivetti. Et depuis, on a eu uniquement 3 PDG. Et cela a augmenté la possibilité donc de planifier. On a vécu des moments difficiles, bien sûr. Malheureusement, la crise de l'industrie numérique en Europe avec Nokia, qui était une industrie très importante, et pour ST, 20% des revenus dépendaient de Nokia. Donc, la patience, toutefois, des gouvernements qui nous ont soutenus, qui nous ont permis d'investir dans la production, recherche, développement. Et on a vu les résultats de tout cela. ST a toujours payé des dividendes, même lors de la crise de Lehman Brothers, les crises des marchés, des crédits souverains, etc. ST est de nos jours, avec nos concurrents Newfinen, le producteur européen le plus important. C'est un des leaders mondiaux. Et c'est l'actionnaire, ou vous-même, monsieur le ministre, ou le ministre Giorgetti peuvent nous dire ce qu'ils en pensent, mais on est très respectueux des actionnistes. Il faut dire que on nous laisse une grande liberté de marge d'action. C'est ce que je peux vous dire pour ce qui est de la gouvernance. Pour ce qui est des filières et des entreprises familiales, l'Italie et d'une façon ou d'une autre la France également un problème démographique et également un manque de recherche et développement pour ce qui est du volume d'affaires des entreprises. Hier, le ministre Franco a participé à l'Assemblée Asso Lombardo et on a rappelé que la Lombardie également a un pourcentage de recherche et développement de 3% par rapport aux revenus. Et cela est dû en partie au manque de high-tech, d'entreprises de haute technologie. Et cela est dû à un manque donc de haute technologie pour les PME, surtout dans le cas des PME. Nous sommes une exception dans notre entreprise ST Microelectronics. Nous sommes une des rares entreprises qui construisent high-tech en Italie. On a un volume d'affaires de 10 milliards d'euros l'année dernière et on a investi sur la recherche et développement. Un 40% d'investissement sur la recherche et le développement. Et car la recherche et le développement comporte la création, bien sûr, d'un écosystème avec des centres de recherche, des universités. Le ministre, par ailleurs, a signé un accord avec l'Université Polytechnique. Nous avons des universités excellentes, des étudiants excellents, mais les PME ne peuvent pas soutenir ces efforts de recherche et développement, malheureusement. Et donc, on a besoin de champions européens, de champions nationaux qui investissent sur la recherche et le développement. C'est une qualité requise pour aller de l'avant. On a un gap énorme avec l'Allemagne qui investit beaucoup plus. Et nous, par contre, grâce au programme du ministère du Développement économique, au programme européen Horizon, Excel, nous sommes souvent chefs de file et on a un partenariat de PME
avec plusieurs PME. Je vous donne certaines données. En Europe, par exemple, nous avons 500 partenaires, 572 micro-entreprises qui participent à ces programmes de recherche et développement et innovation. Sans nous, ils ne pourraient peut-être pas le faire. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. On va poser des questions maintenant à la salle. Si vous avez des questions, vous levez la main, s'il vous plaît. Monsieur le Président, vous avez un micro. Voilà. Merci beaucoup à tous. C'était extrêmement stimulant et je voudrais faire part d'un témoignage qui s'inscrit complètement dans ce qui a été dit, c'est-à-dire à la fois la nécessité du temps long, la notion de filière industrielle. Et je voudrais juste donner l'exemple de la filière de la joaillerie, qui est un monde que je connais un peu. Et c'est une filière qui est intéressante parce que la France, comme vous savez, mais l'Italie aussi, sont leaders mondiaux dans ce secteur, dans lequel il y a des champions internationaux, bien sûr le groupe LVMH, le groupe Kering, le groupe Richemont, mais aussi les nouveaux entrants qui ont vu tout le potentiel au niveau mondial, comme Chanel, comme Vuitton, etc., etc. C'est une filière très intégrée en France. Et ça, c'est ce qui est très intéressant, c'est que non seulement les grands groupes, les grandes marques internationales, mais aussi les fabricants ont réussi à travailler ensemble. Et aujourd'hui, nous assistons à, comme ça a été fait dans l'automobile, un regroupement de tous les fabricants pour justement pouvoir servir le marché mondial. La France exporte plus de 85% de sa production qui est faite en France, avec forte valeur ajoutée. Et par conséquent, ce marché de la joaillerie est très intéressant parce que l'État n'a pas joué son rôle du tout, puisque le marché était suffisant pour justifier la croissance de ces entreprises et en faire des champions mondiaux. Je me souviens quand je représentais le comité Colbert, qui est l'association des 85 grandes marques de luxe françaises, vous connaissez tous ces noms, le président Chirac, que j'ai accompagné plusieurs fois en Chine et en Inde, n'avait aucune idée au départ de ce secteur. Et j'ai été content, au bout de 5 ans, de voir qu'il avait enfin pris conscience que nous avions là une pépite et qui n'était pas comprise. Alors, ce qui est intéressant dans cette discussion, c'est la relation entre la France et l'Italie. Parce que l'Italie a développé des districts extrêmement compétents à Vicenza, à Valenza, et vous avez malheureusement, enfin, ou heureusement, j'en sais rien, quelques maisons de luxe, Bulgari, Buccellati, qui ont été rachetées par les Français. Mais je pense que cette coopération, ce passage ou ce lien entre les grands groupes et les PME familiales en particulier est quelque chose d'extrêmement riche qu'il va falloir, je dirais, favoriser. Et ce passage de seuil entre la pique, l'accès à la masse critique, surtout pour tous les fabricants, elle est absolument nécessaire et elle peut être aidée justement par le financement en private equity ou bien les grandes compagnies d'assurance avec une notion de temps long parce que pour développer des marques internationales, il faut du temps. Et je pense que là, la technologie financière anglo-saxonne peut nous aider énormément. Et le marché chinois, qui va représenter dans la joaillerie plus de 60% dans quelques années du marché. Donc je pense que notre discussion, elle est extrêmement relevant. Merci. Merci. On répond aux questions. Oui. Peut-être, puisque les sociétés d'assurance ont été citées, souhaitez-vous donner un élément de réponse ou... Oui, je peux. Cette fois-ci, je vais parler français. Non, je crois qu'effectivement, les compagnies d'assurance, en particulier les compagnies d'assurance vie, sont une source de capital très long pour les entreprises et en particulier pour les petites et moyennes entreprises. C'est extrêmement important.
les assureurs ont besoin d'investir dans les entreprises de manière illiquide et de manière longue, parce que c'est un moyen de doper, d'augmenter les rendements du portefeuille investi. Aujourd'hui, je suis désolé, Monsieur le Ministre, mais c'est difficile d'investir exclusivement dans les obligations d'État, dans quelque pays que ce soit, à cause des rendements qui sont très bas. Donc, on le fait, il faut le faire, mais ça n'est pas suffisant. Il faut aller chercher des rendements supérieurs. Et ces rendements supérieurs, il ne faut pas aller chercher en prenant plus de risques. Il faut aller chercher en renonçant à la liquidité de l'investissement, ce qui n'est pas un problème pour les assureurs. Alors, la seule difficulté, c'est la réglementation. La réglementation européenne de l'assurance, qui s'appelle Solvency II, et qui affecte un coût du capital un peu excessif aux investissements dans le private equity. Voilà, donc c'est ce sujet qu'il faut régler, parce que l'économie réelle, les entreprises ont besoin de capital. Vous disiez très justement que les entreprises ont besoin d'entrepreneurs, mais les entreprises ont aussi besoin de capital, et nous, investisseurs long terme, assureurs, on peut apporter le capital. Donc il y a une convergence d'intérêts entre les compagnies d'assurance et entre l'économie réelle et les investisseurs. Il faut, et là ça devient urgent, parce qu'il s'agit maintenant de financer la reprise, il faut que la réglementation de l'assurance européenne permette cette convergence des intérêts. Juste une réflexion sur ce que tu as dit, si tu me le permets. On n'a pas besoin des techniques financières anglo-saxonnes. Hein, on n'en a pas du tout besoin. Je veux dire, aussi bien en Italie qu'en France, on sait faire. On sait investir, on sait faire du private equity, on sait faire des montages très sophistiqués, parce que les deux pays, ça je parle en connaissance de cause, les deux pays ont une éducation financière extrêmement élevée. Donc on n'a pas besoin des techniques anglo-saxonnes. J'ajoute d'ailleurs que la finance anglo-saxonne est une finance de court terme beaucoup plus que notre finance à nous, européenne continentale, ou je dirais même latine. Voilà, nous, on peut vous donner le temps. Et je sais que l'exemple de ton entreprise est un très bon exemple, avec 500 ans d'histoire. Aspettiamo un Solvency 3. Est-ce que vous vous attendez à un Solvency 3? Un miglioramento di Solvency 2 che giustamente sia coerente con le aspettative. Qui soit cohérent avec les attentes des pays, des entreprises et des compagnies d'assurance. Le pire serait une demande ultérieure de capitaux pour les compagnies de la part de la réglementation, ce qui serait absurde parce que ce secteur, dans cette crise de la pandémie, a fait ses preuves, a montré sa solidité. La solidité du secteur des assurances n'est plus mise en cause, et cela vaut pour tous les pays européens. Merci. Président, Monsieur Cipolletta, une question. Essayons d'animer le débat avec des interventions des uns et des autres. Merci, Monsieur Cipolletta. Je voulais prendre la parole sur le thème du financement des PME familiales, parce que tant l'Italie que la France ont un très grand nombre d'entreprises familiales, beaucoup d'épargne. L'Italie enregistre le taux d'épargne privée le plus élevé, mais cette épargne n'arrive pas aux PME. Et là, c'est un handicap à un moment où les banques, pour des raisons de solidité patrimoniale, doivent être prudentes dans l'octroi du crédit. Par contre, les PME ont besoin d'equity, de capital, pour pouvoir croître et se développer. Comme l'a dit M. Donnet, mais il y a un problème de réglementation européenne. La France et l'Italie, je crois, devraient collaborer ensemble pour modifier cette réglementation, surtout à un moment où, avec le Brexit
et que le monde anglo-saxon ira de son côté du point de vue de la réglementation. Le monde anglo-saxon a une capacité de financement des entreprises directement de la part des particuliers beaucoup plus forte que l'Europe continentale. Nous continuons d'écarter, l'épargne des familles des entreprises pour des problèmes de sécurité. C'est compréhensible, mais désormais, cette épargne est très, très importante et donc elle peut aller directement. Je sais que la France a édicté une mesure de garantie pour l'investissement dans les PME. Je pense qu'il s'agit là d'un thème extrêmement important. À défaut d'un capital nouveau, les PME italiennes et françaises auront vraiment du mal à se développer. Il ne pourra pas y avoir ce passage entre générations qui nécessite de capitaux pour pouvoir se réaliser. Il s'agit là d'un point très important sur lequel il convient de travailler côte à côte. Je suis président de l'association Private Equity italien et nous avons de grosses difficultés y compris dans le monde des assurances, qui investit très peu dans les fonds d'investissement de private equity en Italie, alors qu'en France, le monde des assurances investit davantage. Donc, c'est une invitation à M. Donnet, à tous les amis ici présents, pour regarder de près ce que font nos cousins français. Due parole per rispondere innanzitutto sono assolutamente. Un mot pour répondre. Je suis à 100% d'accord avec ce que vous venez de dire, Monsieur le Président. Nous sommes en train de faire pression sur le régulateur précisément pour laisser davantage de place au private equity dans les polices d'assurance. Et on commence à faire cela en France. Nous voulons le faire également en Italie et dans tous les pays européens. Mais en tout état de cause, même s'il n'y a pas la possibilité de faire entrer le private equity dans les polices d'assurance, nous sommes déjà en train de réviser notre asset allocation de nos fonds dans nos gestions séparées pour pouvoir allouer et accorder davantage d'espace au private equity. Nous en parlions hier soir pendant le dîner. Le private equity dans les assurances a un grand avenir et c'est une bonne chose. Je veux dire que l'analyse de M. Cipollette est tout à fait correcte. Je me permettrai d'ajouter l'autre face de la médaille qui concerne les entrepreneurs et l'écart culturel qui existe encore dans les PME italiennes. Il y a encore des difficultés d'approche au fait que l'on ne doit plus s'adresser à la banque et que l'on peut fort bien s'adresser à d'autres acteurs et donc sortir du syndrome du 51% ou de l'ouverture du capital. Comme vous le savez, M. Cipolletta, vous qui avez été fonctionnaire de Confindustria, vous le savez bien, nous savons que vous avez approfondi et traité ce thème. Un changement est intervenu. Le petit entrepreneur italien, au fil des ans, a fait beaucoup de pas en avant, mais de nos jours encore, je peux vous assurer que la majorité des collègues petits entrepreneurs sont très défiants vis-à-vis des marchés. Ils sont très défiants quant à l'ouverture du capital et à comprendre les nouveaux outils de croissance. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de perdre des éléments de gouvernance, entre autres. De ce côté de la barricade, et je le dis en faisant une autocritique constructive, nous devons faire un bout de chemin ensemble, et Confindus est déjà là, prête à le faire, pour concevoir la croissance comme un élément d'ouverture du capital et de remise en cause des modèles de gouvernance qui doivent être de plus en plus transparents, ouverts et orientés vers la croissance. Est-ce que vous voulez réagir sur ce point? Il y a une invitation et pas une obligation. S'il y a l'État, c'est une obligation. Et ce sont des choses qui nous ramènent loin dans le temps. Il faut faire pression sur les régulateurs. L'État ne peut pas intervenir. L'État peut faciliter, et il l'a fait, il pourra le faire davantage encore à l'avenir, sous la forme d'incitation fiscale, incitation à l'épargne pour aider les PME.
Il est évident que nous sommes les héritiers d'une culture, d'un système basé sur l'intermédiation bancaire. C'est un héritage qui n'est pas assimilable au système anglo-saxon. Mais la tension vers le long et moyen terme est un plus par rapport à un système orienté vers la réalisation de résultats à court et à très court terme, ce qui a eu des conséquences néfastes dont nous avons payé le prix. Cette conscience doit mûrir, doit se développer non seulement du point de vue politique, mais également au niveau des régulateurs européens. Dans notre système a d'autres caractéristiques. Notre système doit être correctement protégé par rapport au système venant d'autres cultures et d'autres approches. Mais si nous avons une approche stratégique, si nous nous considérons comme le troisième pôle entre les États-Unis et la Chine, les Chinois utilisent d'autres systèmes avec une conception d'aide de l'État autre que celle de Mme Verstager. Donc, votre optimisme, je ne le partage pas tout à fait, parce que à cet égard, puisque je me souviens qu'à l'époque du framework, les possibilités accordées pendant la pandémie de bénéficier d'aide de la part de l'État arrivent à expiration à la fin de cette année. J'en ai parlé avec M. Bruno Le Maire et avec Mme Verstager. Je pense que la pandémie est allée plus loin du point de vue de sa durée. Et donc, le framework, le cadre devrait être mieux géré. La sortie de ce framework devrait être révisée, sinon nous aurons des répercussions sérieuses. Pour l'instant, l'échéance, c'est décembre, mais on pourrait peut-être envisager un dépassement de ce seuil. Mais c'est un thème dont il faudrait commencer à parler. Je voudrais poser une question au président Mouna. Président Mounari voudrait prendre la parole. Merci. Il y a un micro baladeur. J'ai 2 points. Le premier, comme cela a été rappelé, nous avons la possibilité de réaliser la Capital Market Union. C'est quelque chose qui fait défaut à l'heure actuelle. Je dois l'admettre. Pour le Brexit, de ce point de vue, cela a été une véritable tragédie parce que les positions du monde anglo-saxon nous amenaient à faire cette union. Et puis, il faut voir s'il voulait utiliser Londres à cette fin. Mais quoi qu'il en soit, je pense que le monde anglo-saxon, y compris au monde sur le plan politique, avait exercé de grandes pressions. De ce point de vue, je pense que nos 2 pays pourraient faire des pressions, car cela aiderait l'accès au marché des capitaux sur le long terme. Le deuxième point, on a parlé des banques. Je ne veux pas commenter l'activité des régulateurs qui ont tendance à forcer des décisions, mais il y a un aspect important à souligner et je m'adresse à mon ami et président de Private Equity. Private Equity a utilisé le levier financier d'une manière irraisonnable, imprudente. Et une économie a besoin de davantage d'equity en ce moment. Les banques ne vont plus financer des positions de levier si élevées parce que finalement, moi je viens d'un monde, je suis très fière de travailler pour une banque française et européenne, mais je viens du monde anglo-saxon, je me suis formée là-bas. Et il est vrai que certaines situations ont créé des effets néfastes, mais nous risquons de faire pire. Et donc, de ce point de vue, il est très important qu'il y ait, de la part de tous les acteurs, l'intention d'aider les entreprises à avoir davantage de capitaux. Troisième point, nous constatons qu'il y a un changement au sein des PME. Un changement négatif et positif. Nous assistons au phénomène des agrégations et la raison est simple. Je ne pense pas que l'entrepreneur veut toujours avoir 51%. Il s'agit là d'une légende. Le problème fondamental est le suivant. Désormais, les entreprises qui travaillent sur de nouveaux contrats de filière, y compris les PME,
ont des activités à tel point capital intensive qu'elles ont besoin de s'agrandir. Le produit peut être excellent, mais si ce produit n'a pas certaines conditions de qualité, ce produit est hors du marché. Je pense que c'est là l'un des points, et dans le fashion, dans la mode, il en est ainsi. C'est un signal positif qui concerne un peu toutes les filières. Merci. Je voulais poser une question au président Notarnicola. Nous nous sommes rencontrés, nous avons parlé des aides d'État en Europe, en Asie et en Chine. Pour reprendre ce que vous venez de dire, Monsieur Giorgetti, alors je passe la parole à Monsieur Notarnicola parce qu'il y a là, sur ce thème, une réflexion importante. Les gouvernements italiens et français ont été pionniers dans les PIEC. Les fonctionnaires du ministère du Développement économique ont collaboré avec nous, se sont battus pour obtenir cet outil important qui a permis de raccourcir la chaîne. Auparavant, les mesures du ministère de la Recherche, de la Communauté européenne ne permettaient que de valider certaines technologies. Grâce au PIEC, par contre, nous sommes arrivés jusqu'aux lignes pilotes qui sont nécessaires pour entamer une production technologique qu'aucun particulier ne pourrait assurer. Mais tout cela mitige, mais n'annule pas pour autant l'avantage compétitif de l'Europe par rapport aux États-Unis en matière de PIEC. Les États-Unis, à l'heure actuelle, disposent de 2 lois qui visent le renforcement technologique. US Innovation Competitive Act, 250 milliards de dollars sur 5 ans, dont 52 milliards voulus par l'administration Biden comme un continuum par rapport à l'administration Trump. Et donc, l'idée est claire, et donc pour attirer davantage de capacités productives aux États-Unis. Le ministre Giorgetti a visité notre usine à Agrate Brianza qui est financée grâce à l'autofinancement de la société. Et cela a créé un certain déséquilibre. Mais il y a plus. La loi du tax credit va bientôt être approuvée aux États-Unis de 25% pour des investissements en équipement et structures. Ce crédit d'impôt peut être encaissé directement par le bénéficiaire. La Chine a investi 100 milliards au cours des 8 dernières années. On a créé 70 usines. Elle a alloué 250 milliards de dollars en recherche et développement. Elle a impliqué la chaîne Open Market. La Corée du Sud et le Japon sont en train d'en faire autant. Le champion national, ici, nous avons parlé d'un investisseur patient et non invasif, tel les gouvernements italiens et français. L'acteur principal des semi-conducteurs est Renesas, qui fait du shopping aux États-Unis et en Allemagne. Elle a acheté Dialog, NCJ, un fonds de l'État. Au moment où il y a ce problème, les petites et moyennes entreprises m'avaient demandé d'être aidées, m'ont demandé d'être aidées pour avoir des composants, à défaut de quoi elles doivent bloquer la production. Mais dans cette situation, qu'est-ce qu'on pourrait faire? J'ai parlé du framework. Cela vaut pour les produits pharmaceutiques et s'achève le 31 décembre. Mais pourquoi ne pas l'élargir? Pourquoi ne pas l'appliquer à des secteurs importants où la compétition est globale, alors que la compétition européenne que nous considérons n'existe pas? Nous voudrions faire un investissement à Catane, Sicile, pour combler un gap d'un certain type de technologie important pour l'Italie et la France, la mobilité durable. Mais nous nous heurtons à un problème. Les aides sont des aides d'État parce que ça aide la capacité productive. Mais d'autre part, on permet à des extra-communautaires d'avoir le monopole communautaire et d'avoir des contributions à hauteur de 50%. Des sociétés cotées, il ne s'agit pas d'un système capitaliste ou du système chinois. Ce sont des secteurs stratégiques où, si il n'y a pas de flexibilité mentale, les acteurs, nous,
nous risquons de disparaître parce que, à cause de cette myopie de l'Union européenne qui nous empêchera d'être des compétiteurs sur un pied d'égalité. Beaucoup d'entreprises ont disparu en faveur de grands groupes américains ou asiatiques. Eh bien, Monsieur le ministre, comme le disait Monsieur Notarnicola, nous sommes actionnaires, un actionnaire qui est patient mais qui ne dort pas, en ce sens que nous nous rendons compte de ce qui se passe autour du monde à propos des semi-conducteurs. Mais nous pouvons appliquer cela à d'autres secteurs stratégiques et qui ont été qualifiés de stratégiques tant en Europe qu'aux États-Unis. Ne parlons pas de la Chine. La Chine fait ce qu'elle veut. Et j'espère que le débat, qui est un peu trop lent en Europe, pour ce qui est des équipements, des investissements prédateurs, parce que pendant que nous discutons ailleurs, on décide et on pille. On fait du pillage. Et puis, il y a une autre dimension. Les États-Unis, il y a également le CHIPS Bill qui sera bientôt approuvé. Et cela va nourrir la concurrence par rapport à l'Europe. Cela signifie que nous sommes en train de discuter s'il faut prolonger, oui ou non, la durée du framework. Nous sommes en train de discuter, après avoir réitéré, annoncé, souligné que le système des semi-conducteurs est stratégique, non pas pour les milliards de milliards, mais pour 350 millions sur les semi-conducteurs en Italie, qui est une zone défavorisée, s'il s'agit d'une aide d'État, oui ou non. Et on a tendance à penser, et la tendance à croire que c'est une aide d'État est en train de prévaloir. Mais il y a quelque chose d'incohérent, parce qu'il y a de l'incohérence, parce que après avoir établi des principes, aucune mesure n'est prise. Nous sommes en train de nous battre sur ce terrain, et il est important de comprendre qu'à l'heure actuelle, et au début de mon intervention, j'ai parlé d'une douche froide qui a réveillé l'Europe. Et voilà, la politique doit respecter l'économie. La politique ne doit pas entrer dans les dynamiques économiques. La politique doit rester dehors, mais la politique doit créer les conditions permettant aux entreprises italiennes, françaises, européennes d'être sur un pied d'égalité au niveau de la concurrence mondiale. Cela non seulement pour le profit de l'entreprise, mais pour l'intérêt stratégique et politique qui préside l'activité des entreprises qui sont en jeu. Alors, nous sommes patients, je le répète, mais nous ne sommes pas endormis. Et donc, il y a un nouveau protagonisme que la France et l'Italie affirment en Italie. Et cela devrait permettre à l'Europe de prendre des décisions rapides parce que le monde ne nous attend pas et que nous risquons de rater la compétitivité globale. Benissimo. C'è una domanda del nostro amico Xavier Marin. Il y a une question de Monsieur Xavier Marin. Merci. Xavier Marin, président de Trell, investisseur en private equity en Europe pour aider des ETI à se développer à l'international, notamment en Asie, et de manière responsable. On a parlé de l'enjeu de gouvernance, on a parlé de l'enjeu de créer des champions européens à partir d'ETI. Je voudrais lier les deux points et souligner la difficulté, enfin du moins un challenge, qui est de transformer une très bonne entreprise italienne, française, en champion européen puis mondial. Et ça pose des questions de gouvernance et d'équipe de management pour qu'une entreprise passe de l'échelon national à l'échelon européen, un champion européen, et au-delà au niveau mondial. Donc l'expérience de grands groupes qui sont devenus aujourd'hui, qui ont une gouvernance européenne, mondiale et riche. Et je pense que le private equity peut jouer un rôle très, très important au niveau, bien sûr, de l'actionnariat, un actionnariat européen et puis national, mais également d'aider la transformation de la gouvernance d'équipes de management, ce qui est plus difficile pour une entreprise petite, qui n'a pas les grandes ressources, mais
C'est un grand enjeu que l'on voit aujourd'hui. Une entreprise familiale doit devenir, avec une culture européenne, considérer son marché non plus national mais européen, et après aller en Chine ou ailleurs. Je serais intéressé d'avoir votre expérience sur quelle est la bonne approche pour cette étape de transformation de la gouvernance de l'entreprise. Merci Xavier. Nous avons une question de la part de M. Richard. Si on peut passer le micro derrière. Merci beaucoup. Bonjour, merci. Donc, je suis Serge Richard, je suis le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Cher, en Centre-Val de Loire, et ancien président régional du MEDEF. J'ai une entreprise qui travaille en recherche et développement puisqu'il s'agit d'un CRO, Contract Research Organization, dans le secteur de la santé. Et je vais plus faire un témoignage qu'autre chose. Je suis d'accord avec ce qui a été dit sur la notion de filière. Il me semble qu'on est à un moment très favorable pour pouvoir faire émerger des ETI qui soient européennes, et notamment dans le cadre qui nous intéresse, et je remercie Réfi de m'avoir invité, dans le cadre franco-italien. Je vais vous parler de mon cas. Il se trouve que, je dirige une entreprise. Ce CRO, il y a 2 ans, faisait moins de 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. Au moment de la crise des subprimes, par tout un tas de circonstances que je ne développerai pas, je me suis retrouvé en partenariat avec une entreprise italienne, filiale d'un grand groupe, pour ne pas le citer, le groupe Menarini. Nous avons noué un partenariat et cette filiale de ce groupe est devenue mon premier client. Elle a représenté jusqu'à 30% de mon chiffre d'affaires. Et j'ai 66 ans aujourd'hui, il fallait que je pense à la suite. J'avais signé un pacte d'actionnaires avec mes actionnaires et il était dit que je devais trouver à céder l'entreprise en 2017. On a démarré ce partenariat avec la filiale de Menarini en 2014. En 2017, j'ai parlé avec le général manager de cette filiale en lui disant vous savez Germano que moi je dois mettre l'entreprise sur le marché, donc on s'entend bien, les 2 équipes avaient appris à se connaître et on avait une très bonne entente et on était persuadés que notre destin devait se faire en commun. Donc j'ai dit à Germano, qui était le salarié dirigeant de cette filiale, Germano, s'il vous plaît, essayez d'en parler à votre management et qu'on voit ce qu'on peut faire. Le groupe Menarini, dans un premier temps, s'est intéressé à mon entreprise. Je leur ai donné le droit de premier regard, bien évidemment. Et puis il se trouve que pour des raisons qui leur sont propres, ils souhaitaient désinvestir de cette activité. Donc ça n'a pas pu se faire. J'ai réfléchi et je suis allé faire une proposition au groupe Menarini pour pouvoir reprendre cette filiale, qui était plus grosse que mon entreprise, puisqu'elle était 2 fois, grosso modo, en termes de chiffre d'affaires, la taille de mon entreprise. Et avec l'aide du groupe Menarini, que je remercie, nous avons trouvé une solution qui, leur a évité d'avoir à désinvestir de cette activité dans des conditions qui auraient pu entraîner de la casse sociale. Nos activités totalement complémentaires. Et aujourd'hui, on a un groupe avec cette entreprise en Italie qui est à Pomezia, qui a 140 personnes. Mon entreprise en France, qui avait, quand on a commencé cette histoire, 70 personnes, j'en ai 110 aujourd'hui. On a racheté une petite entreprise à Toulouse l'année dernière. Et je suis passé de 8 millions d'euros de chiffre d'affaires à 36 millions d'euros cette année, normalement. Et les fonds de private equity s'intéressent à nous maintenant, alors qu'avant, comme ça a été dit par monsieur tout à l'heure, quand on est petit, comme j'étais à 8 millions d'euros, c'était très difficile de convaincre des fonds de private equity de risquer avec nous. Et cette vision européenne du marché, de notre filière avec cette entreprise italienne, a fait que tout aujourd'hui est possible et on envisage, et on est en train de le réaliser, d'être le premier CRO européen indépendant dans les 4 à 5 ans qui viennent, puisque ce marché est quasiment confisqué par les anglo-saxons, les Américains et les Britanniques. Donc voilà, je voulais faire ce témoignage et dire que moi, mon expérience en Italie est une très belle expérience. Je suis très heureux de travailler avec les Italiens qui sont très agréables dans le contact quotidien et qui sont très performants. Et ça a été ma chance et merci beaucoup. Merci pour ce témoignage. Nous avons une autre question. Monsieur, oui, allez-y. Bonjour. Alors, je suis le directeur général d'une filiale française d'une société relativement connue en Italie qui s'appelle Novamont.
Et je voulais savoir, puisque nous parlons effectivement des chaînes de valeur et que la prochaine réunion, enfin la prochaine table ronde sera sur la transition écologique, nous avons en Italie et en France, posso parlare italiano anche si volete. Nous avons en Italie et en France effectivement des leaders sur la bioraffinerie, sur les nouveaux matériaux qui sont des matériaux effectivement d'origine végétale, qui sont biodégradables et compostables. Et nous avons aujourd'hui un challenge important que nous pouvons relever, sachant que l'Italie et la France sont au niveau européen, je dirais, les fers de lance de cette nouvelle économie, bioéconomie. Comment pouvons-nous envisager, entre la France et l'Italie, de créer, je dirais, une alliance, ou en tout cas un pôle, et je rebondirai sur ce qui a été dit par monsieur Christian Pierret tout à l'heure à propos des possibles soutiens de l'État au niveau européen, à savoir que les filières industrielles peuvent être envisagées si ça intéresse au moins 2 pays. Et là, dans ce cas, je pense que nous sommes exactement dans ce cas-là. La bioéconomie intéresse particulièrement l'Italie. L'Italie, d'ailleurs, est extrêmement bien placée au niveau européen, pour ne pas dire mondial, et intéresse également la France. Comment pouvons-nous créer une synergie entre la France et l'Italie pour pouvoir faire avancer cette nouvelle économie, cette nouvelle filière, qui d'ailleurs est extrêmement, je dirais, intéressante pour les petites et moyennes entreprises. Merci. Merci pour cette intervention. Et je vois une question là-bas, nous avons seulement quelques minutes, 5 minutes, parce que monsieur le ministre doit partir à 11h, donc je passe la parole rapidement. Tu veux dire quelque chose? Ça marche pas, si. Je me présente, donc c'est juste pour un petit témoignage. Donc, je m'appelle Hervé Le Sen, je suis le président d'une société qui s'appelle Nactis, qui fait des arômes. Donc, comme monsieur, j'avais créé ma société donc il y a une vingtaine d'années. Donc, nous faisons à peu près 60 millions de chiffres d'affaires avec 250 personnes. Et on s'était associé avec un groupe familial italien dans notre métier aromatique, alimentaire. Malheureusement, cette société familiale a été reprise par un fonds d'investissement, le fonds Ambienta. Donc nous avons continué nos discussions, nous sommes quand même associés, et avec donc, de nouveaux actionnaires qui sont plutôt des financiers. Et là aussi, je dois dire que j'étais extrêmement surpris, mais très, j'ai beaucoup apprécié la relation avec des industriels italiens qui sont à Milan, ils ne sont pas à Rome, mais donc c'était extrêmement fructueux, et ensemble on est maintenant un petit groupe de 120 millions, 130 millions de chiffre d'affaires. On a racheté 2 entreprises en Angleterre, on est en train de racheter une entreprise en Allemagne, donc avec 500-600 personnes, et je suis extrêmement content de ces relations franco-italiennes. Voilà, c'est un témoignage que je voulais apporter. Merci. Monsieur, voilà. Je voulais passer pour une dernière intervention la parole au président Bouchna d'Euronext. En m'excusant de parler en français. Non, pour dire qu'on a beaucoup parlé de l'accès aux fonds propres par le private equity, et c'est effectivement une source extrêmement puissante. La satisfaction qu'on a quand on observe le développement des fonds propres en Italie, c'est que sur 384 sociétés cotées sur Borsa Italiana, 261 sont des entreprises familiales. Sur 1500 sociétés cotées sur Euronext, plus de 1000 sont des PME. Dans l'ADN de Borsa Italiana, dans l'ADN d'Euronext, les entreprises, les PME, le financement de l'économie réelle, c'est le sens profond de ce que nous faisons. Les entreprises ne sont pas la matière première de la bourse, c'est le sens profond de la bourse. Donc il y a dans la salle Barbara Longhi qui fait un travail fantastique ici à Milan pour permettre aux entreprises d'accéder à des fonds propres cotés. On a une opportunité, ça a été évoqué, c'est que de toute façon, il n'y a pas de rendement dans les taux fixes, et donc les investisseurs cherchent des entreprises cotées
pour celles qui ont besoin de liquidités en tout cas, pour investir, pour trouver du rendement. On a une opportunité fantastique de pouvoir connecter rapidement le marché des capitaux italiens à un pool de liquidités unique, de faire partie d'un système qui va permettre de combiner 25% de la négociation des actions en Europe. On fait ça de manière extrêmement constructive et efficace avec Cassa Depositi qui a été l'inspirateur de ce projet. Donc je voulais simplement indiquer qu'on a commencé à en parler avec Carlo Robiglio hier. Hier, Luigi Abete me disait attention, ne passe pas ton temps dans une vision superficielle entre Rome et Milan. Il faut aller à Bologne, à Vérone, à Vicenza et sortir même du triangle Gênes, Turin et Milan. Et donc on va essayer de mobiliser toutes les ressources de Borsa Italiana, notamment le programme Élite, pour permettre d'offrir une nouvelle opportunité d'accès à des fonds propres liquides dans ce nouvel ensemble. Monsieur le ministre, microfono. On va remercier, grazie signor Ministro, grazie a tutti gli... Merci, Monsieur le ministre. Merci de Monsieur Robiglio, notaire Nicola. Merci, Monsieur le ministre. Merci à tous les participants du panel. Pause café jusqu'à 11h30.